Salut à tous, alors on se retrouve enfin aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un moment que je n'avais pas tourné puisque les dernières vidéos tournées dataient du mois de février je crois, mais avec le déménagement, les travaux etc. je n'ai pas eu le temps. Comme vous pouvez le voir, je ne suis absolument pas dans la bibliothèque parce que celle-ci n'est toujours pas montée puisque la pièce n'est toujours pas faite. On y va pièce par pièce et honnêtement on commence par le rez-de-chaussée et aussi l'extérieur tant qu'il fait beau. Donc malheureusement je n'ai pas de décor sympa à vous présenter et il va falloir faire avec, je pense, jusqu'à cet été ou quelque chose comme ça, veuillez m'en excuser. Du coup, aujourd'hui j'avais très envie de vous parler des sorties livresques du mois de mai, les sorties qui m'ont interpellé moi, puisqu'évidemment des sorties livresques, vous le savez, il y en a des centaines tous les mois, donc je vous ai simplement noté celles qui me faisait envie. Je pense que la plupart vous êtes au courant parce qu'il y a quand même des gros bébés à sortir sur ce mois de mai. Donc on va commencer avec le 2 mai qui, soyons honnêtes, est une journée plutôt faste en sortie. Parce qu'il y en a au moins 4 je crois qui m'ont interpellé ou quelque chose comme ça. Donc pour commencer, en ce 2 mai va sortir Les Noces de la Renarde, écrit par Floriane Soulas et apparaître aux éditions Scrinéo. Floriane Soulas, vous la connaissez peut-être déjà puisqu'il me semble qu'elle est booktubeuse, mais surtout elle est l'autrice du roman Rouille qui était paru dans les mêmes éditions. Roman que je n'ai pas lu mais qui avait fait pas mal parler de lui. Ici, elle nous revient avec un roman complètement différent puisque nous passons du steampunk au folklore japonais et moi je vous avoue, folklore japonais, cela m'a complètement attiré. La couverture non moins somptueuse par Aurélien Polis a aussi de quoi faire de l'œil et le synopsis est plutôt pas mal. Ici apparemment nous allons évoluer dans deux époques, tout d'abord en 1461 où nous allons rencontrer Ikari qui n'est pas tout à fait humaine et je crois qu'elle vit dans une forêt et elle est très peu en contact avec les humains ou quelque chose comme ça. Je dois vous avouer que j'ai lu ce synopsis il y a très longtemps donc je ne suis plus très sûre de moi. Nous sommes aussi en 2016 où nous allons rencontrer Mina qui vit à Tokyo et qui a le don de voir les yokai qui sont ces esprits japonais. Et donc nous sommes évidemment en droit d'imaginer que ces deux histoires vont se recouper l'une l'autre. Ensuite en ce 2 mai, une sortie qui est très attendue puisqu'il s'agit de 200 et de rage, écrit par Tommy Adeyemi et apparaître chez Nathan. C'est un roman qui a déjà fait beaucoup parler de lui sur la booktube anglophone et donc c'est une sortie qui est très attendue en France. Ceci étant dit, je le comprends puisque le synopsis de ce roman de fantasy est pour le moins très tentant. Ici donc nous sommes dans une fantasy mais nous allons retrouver le continent africain, continent sur lequel il y avait de la magie jusqu'à ce que le roi décide finalement de la supprimer, de l'emprisonner, je ne sais pas exactement, et ainsi de pouvoir asservir son peuple. Nous allons suivre ici les traces de Zélie, une jeune femme qui a le pouvoir de changer les choses. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, vous vous imaginez bien qu'elle va devoir combattre le roi, le prince, etc. afin de réussir à sauver son peuple et probablement réussir à rétablir la magie dans cette Afrique. Ensuite, c'est du côté des éditions Rouergue que je me suis penchée puisque le 2 mai sort aussi La Tribu des Désormais, écrit par Benjamin Desmar. Ce roman sort dans la collection Épique pour ceux qui connaissent cette collection et nous sommes ici dans un post-apo, c'est pour ça que je voulais noter puisque je suis assez friand de post-apo. Alors je ne sais pas exactement quel est le but de l'histoire, il y a eu un énorme cataclysme et je pense qu'on doit avoir quelques survivants de ci de là. En tout cas nous rencontrons Elias, je crois qu'il vit sur une île entourée par des murs, quelque chose comme ça, et Elias va être banni et va se retrouver de l'autre côté du mur et finalement découvrir ce qu'il y a à l'extérieur. Je n'en sais pas plus, mais bon voilà, moi c'est du post-apo, je pense que ça mérite qu'on lui laisse sa chance. Même si en effet je suis d'accord pour dire que le pitch n'est pas forcément à première vue très original, et bien peut-être que la façon dont l'histoire va être traitée, elle le sera, donc à voir. Ensuite on va se diriger du côté des éditions Hachette pour ce 2 mai, puisque va sortir L'Arrache-Mot, un roman de Judith
Bouilloc, je crois, où dans les thèmes, eh bien, j'y ai retrouvé intrigue à la cour, romance, amitié, trahison, young adulte, etc. Je me suis donc penchée un peu plus en avant sur le synopsis. Nous allons donc rencontrer Iliade, qui est la bibliothécaire la plus connue de son royaume, puisqu'elle possède un don particulier, celui de pouvoir donner vie aux mots et aux histoires. Un matin comme les autres, elle va pourtant recevoir une demande quelque peu particulière, puisqu'elle va recevoir une demande en mariage. Demande quasi anonyme, mais une seule chose est sûre, cette demande provient de la famille royale. Du coup, bien décidée à comprendre ce qu'on lui veut et pourquoi est-ce qu'on lui propose un contrat de mariage si avantageux, eh bien notre jeune bibliothécaire va faire ses bagages et va partir en direction de la cour. Et voilà que, bien malgré elle, elle va se retrouver plongée au cœur d'intrigues et de complots auxquels elle n'était absolument pas préparée. Moi, j'ai beaucoup aimé ce côté de l'arrache-mot, de bibliothécaire qui peut donner vie aux histoires, etc. Je trouvais ça très sympa. Donc je pense que pareil, je me pencherai sur ce livre. Ensuite, eh bien, nous allons passer au 9 et nous dirigeons vers les éditions Lynx avec la sortie du tome 2 du Passageur qui va s'appeler Le Journal et le Serpent et qui est écrit par Mel Andoris. Les éditions Lynx, pour le moment, elles ont toujours fait mouche. Avec moi, elles sortent vraiment des textes qui sortent un petit peu de l'ordinaire et en plus, je sais pas si vous avez vu dernièrement la direction éditoriale des couvertures, mais elles sont fantastiques. Visuellement, il y a un travail de dingue et il y a le même travail éditorial sur le fond. Donc, eh bien, avec moi, ça match. Il faut savoir que le Passageur, je l'ai dans ma palle et je ne l'ai toujours pas lu. Honte à moi parce que sincèrement, c'est typiquement le genre de livre qui est fait pour me plaire. Il rentre dans ma catégorie. Donc, bien évidemment, vous pouvez toujours courir pour que je vous raconte le synopsis du tome 2. Mais en revanche, je vais quand même vous donner quelques mots du tome 1 au cas où, par malheur, je ne sais comment, vous auriez réussi à passer à côté. Donc, eh bien, ici, nous allons rencontrer Matteo qui avait une mère un petit peu particulière puisque cette mère était capable de voir les fantômes et même un peu plus. Sauf que a priori Matteo n'aurait pas dû hériter du don de sa mère. Dans tous les cas, pas de bol pour lui, c'est ce qui lui est arrivé. Du coup, eh bien, il ne va pas avoir beaucoup d'autres choix que d'accepter son héritage. Et son héritage, eh bien, c'est d'aider les fantômes à trouver le repos comme sa mère pouvait le faire avant lui. C'est ainsi que Matteo va devenir un passageur. Et dans ce premier tome, dans tous les cas, Matteo va devoir affronter une âme affamée et je crois même qu'il va devoir changer d'époque afin d'y apaiser sa mort. Donc voilà, ça c'était pour le premier tome. Le deuxième tome, on peut supposer qu'on retrouve Matteo et qu'on va le retrouver dans une nouvelle enquête. Mais évidemment, afin de ne pas me spoiler, je n'ai pas lu cette quatrième de couverture pour ce deuxième tome. En tout cas, la couverture est aussi jolie que pour le premier et c'est une série qui me fait sincèrement envie. Ensuite, donc toujours le 9 mai, petit retour aux éditions Scrineo avec la sortie de Radéon écrit par Frank Gill. Ici encore, nous sommes dans du post-apo et la couverture, elle aussi, m'a beaucoup interpellée. Suite à un cataclysme, eh bien la Terre présente toujours la même face au Soleil. Donc, vous vous retrouvez avec une moitié de la Terre soumise aux rayons brûlants du Soleil et au jour permanent, et l'autre moitié de la Terre soumise à un froid glacial et une nuit éternelle. Sur cette Terre, deux peuples ont survécu et vont se vouer une haine féroce. Les Bédouins qui sont un petit peu revenus à l'âge de pierre et qui eux vont vivre dans le désert là où le soleil ne se couche plus jamais. Et les Tchab qui eux sont plutôt gardiens de la technologie qui ont su s'adapter à la nuit polaire éternelle sans que je vous dise comment. Dans cette histoire, nous allons rencontrer Amayaz, un jeune Bédouin qui a un lien très particulier avec une lionne avec laquelle il est quasiment en symbiose. Par des événements que je ne veux pas savoir, eh bien ce jeune garçon va devoir fuir avec sa lionne et en fin de compte il va se retrouver dans l'entre-deux-mondes entre guillemets, là où il ne fait ni nuit ni jour et où apparemment les conditions sont complètement apocalyptiques encore maintenant et où la survie sera assez difficile. Je n'en sais pas plus, je trouve le pitch hyper intéressant, nous sommes dans du post-apo mais alors ici l'univers a l'air totalement creusé et celui-là je peux vous garantir que je ne vais pas tarder avant qu'il rejoigne ma palle. En ce 9 mai, c'est aussi la sortie d'un gros bébé puisque va sortir Everless par Sarah Holland et apparaître chez Bayard. Je vous dis donc gros bébé parce que tout
comme De sang et de rage, Everless est une sortie très attendue puisque c'est un roman qui a énormément fait parler de lui sur le booktube anglophone. Ici, nous sommes dans un univers de fantasy où tout se paye en temps. Le problème, c'est que le temps est dans votre sang. Il vous faut donc donner votre sang pour payer. Nous allons dans cet univers rencontrer Julie, qui va essayer de sauver son père d'une mort certaine puisque son père est criblé de dettes entre guillemets mais qu'il ne peut plus donner de son temps sinon il va mourir. Pour ce, eh bien Julie va rentrer au service de l'une des plus puissantes familles du royaume dans leur maison d'Everless. On peut imaginer que cela va lui entraîner quelques problèmes puisque son père lui avait interdit de retourner à Everless et la capitale. C'est un endroit qu'ils avaient dû fuir des années auparavant, je ne sais pour quelle raison, mais il semblerait bien que ce soit une très mauvaise idée pour Julie d'y retrouver. Le seul petit point dans ce roman qui me fasse un petit peu peur, c'est qu'on nous dise que dans cette maison, il y a l'un des fils qui s'appelle Rohan, je crois, et qui est destiné à épouser la princesse du royaume, mais dont Julie est totalement amoureuse depuis qu'elle est toute petite. J'espère donc que la romance ne va pas empiéter sur toute l'intrigue parce que l'univers a l'air dinguissime, donc s'il vous plaît, faites que l'on ne tombe pas dans une simple romance. Léger bond en avant maintenant puisque nous allons atterrir au 15 mai avec la sortie du deuxième tome de Terre de Brume, le choix des élus, apparaître chez Rajo et écrit par Cindy Van Wilder. Ce premier tome est dans ma palle depuis un moment puisqu'il me semble bien que je l'ai acheté à Montreuil l'an dernier au mois de décembre et honte sur moi, je ne l'ai toujours pas sorti, pourtant je sais, tout le monde m'a dit qu'il était extraordinaire. Nous sommes encore ici dans un univers de fantasy plutôt young adulte, il me semble. Nous sommes sur une terre, dans un univers où règne, je crois, une brume permanente. Brume qui a tendance à cacher des monstres plus horribles les uns que les autres. Voilà, je n'en sais pas beaucoup plus. Ce que je sais, c'est que pour une raison ou une autre, eh bien, nous allons avoir deux héroïnes, Hera qui est une prêtresse de l'eau, ainsi que Intissa qui est une sœur du feu, qui vont devoir s'allier alors qu'a priori elles ne sont pas vraiment faites pour s'entendre, afin de sauver leur monde d'une nouvelle brume ou de nouvelles créatures ou quelque chose comme ça. Donc voilà un résumé assez flou certes, mais dans tous les cas c'est du Cindy Van Wilder, c'est de la fantasy, ça va se lire super bien. Je pense que si vous êtes amateur du genre, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et ceux qui ont déjà lu le premier tome et qui attendent le deuxième avec impatience, dans 15 jours il est là. Le lendemain, soit le 16 mai, retour chez Scrinéo encore qui vont être très prolifiques ce mois-ci avec L'Enfant d'Oradour, écrit par Régis Delpech. Ici ce roman est basé sur une histoire vraie. Il va donc nous raconter la vie de Roger qui vivait pendant la Seconde Guerre mondiale à Oradour-sur-Glane et qui a réussi en fin de compte à survivre à la guerre jusqu'à ce fameux 10 juin 1944 où les nazis vont encercler le village. Nous sommes ici donc dans un historique young adulte qui a l'air très intéressant sur la Seconde Guerre mondiale. Moi ça me tente énormément et donc c'est aussi un roman que je découvrirai. Je ne vais pas dire avec plaisir parce que je pense qu'il va être assez dur, mais je pense qu'il peut être vraiment très intéressant à découvrir. Le 16 mai, j'ai aussi noté la sortie de L'Anti-Magicien, le tome 3, L'Ensorceleuse, écrit par Sébastien de Castel et apparaître chez Gallimard Jeunesse. C'est un roman dont j'ai lu le premier tome, j'ai adoré parce qu'ici nous sommes quand même avec un anti-héros puisque nous sommes dans un monde rempli de magie et notre héros lui n'a quasiment pas de magie. Donc en fin de compte on inverse un petit peu les rôles par rapport à d'habitude et j'avais beaucoup aimé, d'autant qu'on a d'autres personnages qui valent le coup d'œil comme Furia que je vous laisse découvrir ou le Chat-Cureuil. Vous avez bien entendu, on parle bien d'un chat écureuil ou quelque chose comme ça qui a un caractère, mais sincèrement c'est assez extraordinaire. Bref, c'est un premier tome qui m'avait énormément plu. J'ai le deuxième dans ma palle, il faut que je le sorte malheureusement et il est dans les cartons. Et donc, eh bien, il va falloir que j'arrive à le retrouver et après, je me jetterai sur ce troisième tome. Le 16, c'est aussi le jour d'une sortie jeunesse chez Pocket Jeunesse
avec les voleurs d'histoire écrits par James Riley. Ici, vous allez voir, on est dans une base que l'on voit assez fréquemment, en tout cas en ce moment là, les derniers mois, ça a beaucoup la cote, mais je me dis c'est pas parce que c'est une base qu'on a déjà vue que le traitement du récit va être mauvais, donc moi en fin de compte il m'a donné assez envie. Écoutez plutôt, vous allez ici rencontrer Andy qui a la capacité d'aller dans les livres, et donc eh bien son jeune ami Finn va se rendre compte qu'Andy a cette capacité à être propulsé ainsi, et donc eh bien Finn va demander à l'accompagner et Andy va lui dire écoute, pourquoi pas, mais surtout, ne fais rien qui pourrait changer le déroulement des histoires. Sauf que apparemment Finn n'est pas le genre de garçon très sage à écouter et que évidemment il va tout faire pour changer certaines choses, mettant ainsi aussi bien en danger le monde imaginaire que le monde réel. Voilà, donc comme je vous le disais, les héros qui sont capables de plonger dans les livres, on en entend quand même pas mal parler. Il y a Fandom, je crois, la Maison des Secrets que j'ai lu que j'avais pas trop aimé. Et je crois aussi que la lectrice est plus ou moins dans le même style, mais alors là je peux peut-être me tromper. Bref, en ce moment c'est un sujet qui est quand même assez la cote, mais je me dis pourquoi pas, ça peut malgré tout être très sympa. Ensuite, nous allons passer au 27 mai avec la sortie du tome 2 d'un roman d'urban fantasy, Ivywild, tome 2 qui s'appelle Meurtre, magie et télé-réalité, qui est à paraître chez MMM Bookmark dans leur collection Infini ou Infinity, je ne sais jamais, et qui est écrit par Hélène Harper. Je n'ai pas lu le tome 1, mais j'avoue que les synopsis me tentent énormément parce qu'on a l'air d'être directement dans de l'urban fantasy humoristique, où en fait ici on va rencontrer Ivywild qui apparaît comme étant une sorcière quelque peu paresseuse qui se trouve très bien sur son canapé avec son chat, qui a pas du tout envie d'être plongée dans les emmerdes et qui apparemment, bien malgré elle, va s'y retrouver les deux pieds joints. Elle va vivre, je pense, des aventures loufoques et dans ce tome 2, il me semble que l'un de ses amis ou l'une de ses relations va lui demander d'aller protéger un truc comme ça, un plateau de télé-réalité ou de série télé, un truc qu'elle adore, qu'elle regarde, et donc du coup elle y va avec bonheur en pensant que ça va être trop chouette, et je pense qu'en fin de compte ça va pas être si chouette que ça. Pour ceux qui ont déjà découvert la série, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que ça vaut le coup d'être lu ou pas. En tout cas moi j'avoue que j'aimerais bien me pencher sur le tome 1, c'est juste que je l'ai pas encore croisé en librairie pour le moment, il faudrait que je le commande sur internet peut-être. Avant-dernier livre de ces sorties livresques, mais pas des moindres, puisqu'ici je vous parle du dernier Victor Dixon avec Cogito apparaître dans la collection R. Ici je pense que nous sommes dans un monde quelque peu futuriste, anticipation, et on va y parler intelligence artificielle. Nous allons rencontrer Roxane qui est tombée en fin de compte dans la délinquance lorsque ses parents ont perdu leur boulot, puisque le boulot des parents a été remplacé par des robots, et je pense que ça a été un petit peu compliqué pour la famille, et Roxane est tombée du mauvais côté de la barrière et elle n'a fait un petit peu que bêtise sur bêtise. Sa dernière chance maintenant, sa dernière planche de salut, ce serait d'accepter de faire un stage. Mais pas n'importe quel stage, puisqu'il s'agit d'un stage de programmation neuronale transformant en théorie n'importe qui en génie. Sauf que a priori je pense pas que tout se passe aussi bien que prévu. Je ne sais pas quelle direction va prendre le roman, tout ce que je sais c'est que c'est du Victor Dixon, qu'il a une imagination de dingue et que donc je pense que ça pourra être tout à fait génial. Je pense qu'on va aller très loin dans la réflexion de l'intelligence artificielle dans nos vies, de la différence entre le robot, l'être humain, la dernière barrière qu'est le cerveau, etc. Je pense que ça pourrait être tout à fait sympa tout en gardant un côté hyper dynamique puisque c'est du Victor Dixon. Il a quand même de l'imagination, il en a sous le coude, donc je ne me fais aucun souci et j'irai les yeux fermés. Je voudrais enfin vous présenter un dernier roman pour ce mois de mai, mais je n'ai pas de date de sortie exacte, mais en tout cas c'est pareil, dès qu'il est sorti je me jette dessus puisqu'il s'agit du deuxième tome de Rouge Toxique, Rouge Venom, écrit par Morgane Cossarieux et apparaître chez ActuSF dans le label Naos. Encore une fois, résumé du tome 2, vous n'aurez pas, on va donc partir un peu sur quelques mots sur le tome 1 que j'ai lu, que j'ai adoré. Je lis tout ce que fait Morgane Cossarieux dans tous les cas, je trouve que c'est une référence en matière du vampire. Ici, elle était venue dans un roman young adulte, donc beaucoup plus abordable et moins gore que ce qu'elle écrit d'habitude.
et qui était assez drôle parce que à la fois il avait énormément de substance, d'intrigue et tout ce que vous voulez, mais d'un autre côté, eh bien, on avait quelque peu une parodie de tous ces films et bouquins à la Twilight, etc. Et c'était, moi je trouvais ça hilarant. Ici en fait on va rencontrer Farouk, un vampire comme les autres qui vit tranquille sa petite vie de mort-vivant jusqu'à ce qu'un mec lui confie une mission, devoir s'infiltrer dans un lycée puisqu'il paraît toujours avoir 18 ans je crois, afin de veiller sur une nana qui s'appelle Barbara et que l'on surnomme Barbie. Sauf que Barbie n'a pas l'air aussi facile à charmer, elle n'a pas l'air vraiment de se laisser avoir par le charme vampirique, etc. Et surtout, ça a l'air d'être une sacrée casse-pied et on va partir dans tout un tas d'aventures parce que Farouk va vite s'apercevoir que Barbie n'est peut-être pas tout à fait une humaine lambda. Bref, je vous laisse découvrir les aventures de Rouge Toxique si ce n'est déjà fait, et dans tous les cas, si c'est déjà fait, Rouge Venom ne devrait pas tarder à apparaître. Donc voilà les amis, j'en ai terminé. Je vous ai présenté pour le mois de mai les sorties qui, moi, me tentaient personnellement, c'est celles que j'avais le plus envie de découvrir. Dites-moi en commentaire de votre côté s'il y en a d'autres que vous avez envie de découvrir, que j'aurais loupé, etc. Ou dites-moi celles que vous attendez le plus. En attendant à tous, je vous souhaite une excellente journée, de très bonne lecture et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!